Tu penses comme moi, camarade? On vise des buissons? On a tous notre petit rituel quand on va au cinéma. Moi par exemple, j'arrive généralement 5-10 minutes en retard pour éviter de me taper les pubs. Encore une invention dont on se serait bien passé. Et bien souvent je quitte la salle avant le générique de fin, souvent même à la seconde où se termine le film. Bon, déjà parce que souvent c'est mauvais donc j'ai envie de partir, mais aussi parce que finalement c'est pas super intéressant un générique de fin. La plupart du temps on s'en fout un peu de savoir que Jean-Marc Poitier a été chef machiniste sur la deuxième équipe du film, ou que Stéphanie Colomb était chargée d'apporter les croissants le vendredi. C'est un peu le problème des syndicats, entre autres, qui ont imposé aux studios des listes de plus en plus longues histoire de faire figurer chaque personne ayant travaillé sur le film, de près ou de loin, voire de très loin. Kevin Smith par exemple, avec son film Clerks 2, a décidé de faire figurer au générique l'intégralité de ses amis MySpace. On a donc un bonus de 163 000 personnes qui nous passionnent autant qu'une assiette de brocoli. Mais certains réalisateurs ont quand même trouvé une petite astuce pour rendre leur générique un peu plus accrocheur. Pour en parler, on va remonter un petit peu dans le temps. 88 miles à l'heure! Au début du XXe siècle, on s'embêtait pas trop avec le générique. C'était purement une fiche technique et tous ceux qui travaillaient dans l'ombre, restaient dans l'ombre. Dans le film Le Voyage dans la Lune par exemple, en 1902, Georges Méliès, réalisateur du film, est le seul à être crédité. Mais petit à petit, alors que le cinéma devient progressivement ce qu'on appelle aujourd'hui le 7e art, les créateurs se font une petite place au sein des génériques, comme dans le film Intolérance de David Ward Griffith en 1916. Quelques années plus tard, Fritz Lang, entre autres, marque un tournant dans l'histoire du générique avec son film M le Maudit. Cette main marquée d'un M permet de créer une identité visuelle, un logo en quelque sorte qui établit un lien entre le générique et la trame narrative du film. C'est le début des génériques créatifs. Mais il faut avancer un petit peu dans le temps jusqu'en 1955 pour voir une vraie évolution, menée par un graphiste new-yorkais appelé Saul Bass. Après avoir travaillé avec Otto Preminger sur le générique de L'Homme au bras d'or, Saul est finalement approché par Hitchcock pour réaliser le fameux générique de Vertigo ou encore celui de La Mort aux trousses. Le générique débute avec des lignes qui s'entrecroisent, un peu comme les barreaux d'une prison, et comme l'histoire du film finalement, qui raconte l'histoire d'un publicitaire new-yorkais kidnappé à la suite d'un malentendu. Ensuite on a le titre du film qui apparaît, avec deux flèches montrant des directions opposées. Notre publicitaire a bien une direction précise, il a un rendez-vous d'affaires au Plaza Hotel, mais il va se faire enlever, donc on va s'éloigner de sa destination originale. Ensuite les lignes s'effacent pour dessiner la façade d'un immeuble. Et là encore on joue avec les apparences puisqu'on ne voit que le reflet de cette réalité. Comme le personnage qui est déjà publicitaire, mais qui va également être manipulé du début à la fin. Le générique se termine enfin avec l'agitation de la ville, ces personnes qui s'entrecroisent comme dans une fourmilière, et conclut par un passager qui se voit refuser l'entrée du bus, Alfred Hitchcock en personne. Ce générique symbolise la trame du film, la perte d'identité des gens, la fausse transparence. Il y a un autre créateur qui a participé à cette révolution et que vous connaissez tous sans forcément le connaître, c'est Maurice Binder, l'inventeur du fameux gun barrel de James Bond, ou encore du générique de Goldfinger. Le générique a donc laissé son côté fiche technique de côté pour devenir quelque chose qui n'est pas seulement artistique, donc plus attrayant pour le spectateur, mais qui joue également le rôle d'introduction, voire de résumé comme on a pu le voir. Le générique permet de donner des indications sur l'histoire du film. C'est un procédé d'ailleurs qu'on utilise encore aujourd'hui. On peut citer notamment Arrête-moi si tu peux, Seven, Watchmen, ou encore Lord of War, qui mélange ces techniques pour créer des génériques qui ont une vraie valeur. Stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. On a donc trouvé un moyen de rendre le générique de début intéressant pour le spectateur, même si parfois on supprime son côté utilitariste, comme c'est le cas dans Star Wars. On n'a pas de fiche technique, pas de truc très artistique, juste un message concernant le film. D'ailleurs, en parlant de Star Wars, il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que c'est un film de science-fiction qui se déroule dans le futur et sur Terre. Si, il y en a, alors que tous les films, sans exception, commencent comme ça. Comme quoi le générique, c'est important. Alors est-ce qu'on est arrivé à en faire de même pour les génériques de fin ? Plus ou moins. C'est vrai qu'on peut se permettre de faire un générique créatif au début du film puisque ça dure que quelques secondes. Mais garder le public dans la salle quand on a une liste défilante de 7 km écrit en blanc sur fond noir, ça équivaut à peu près à essayer de vendre un documentaire sur la strangulation des ânes à quelqu'un qui joue de l'accordéon. J'ignore totalement ce que veut dire cette phrase. Cela dit, le générique a une vraie utilité. C'est le seul moment du film où l'on brise le 4e mur, où les personnages redeviennent des personnes. De la même manière qu'un comédien salue son public à la fin d'une représentation, le générique de fin permet de clôturer le film.
Bon, sauf qu'il part pas en coulisses et revient saluer 3 fois de suite. Mais il nous permet aussi de digérer un petit peu ce qu'on a vu, de respirer, de réfléchir, de parler du film avec son voisin, voire de rire ou de pleurer si la fin était intense. Chose qu'on ne pourrait pas faire si on rallumait les lumières à la seconde où se termine le film. Allez, on dégage. D'ailleurs, le générique de fin est généralement accompagné d'une musique, pour ces mêmes raisons. On crée une continuité par le son qui permet de prolonger un peu l'expérience. Et là encore, le choix de la musique est primordial. On a donc la possibilité de garder le spectateur jusqu'à la toute fin du film, quitte à utiliser quelques subterfuges comme les images du mariage à la fin d'Armageddon, les bêtisiers de Jackie Chan, les photos de Very Bad Trip, ou encore la scène du taxi à la fin d'Y a-t-il un pilote dans l'avion. Well, I'll give him another 20 minutes. But that's it. Il n'a pas bougé depuis le début du film, mais il est quand même prêt à attendre 20 minutes de plus. Attendre 20 minutes ou attendre le prochain taxi. Car si on peut ajouter ou enlever des éléments génériques, il y en a un qui a complètement disparu. Quelle est la dernière fois que vous avez vu un carton de fin dans un film ? Le carton de fin permettait d'annoncer la fin du film, et comme le générique, on pouvait aussi lui donner un sens, comme à la fin du Salaire de la peur. Le film se termine par une personne qui meurt, et de sa main sort le mot fin, pour nous dire que le film est effectivement terminé, mais aussi que le sort du ou des personnages est scellé, et il n'y aura aucun survivant. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Même quand un film se termine, il faut toujours garder la porte ouverte. Un principe que les studios Marvel, par exemple, ont bien compris. Ils ajoutent des scènes post-génériques à leurs films pour les lier entre eux, mais aussi pour faire patienter leur audience, et faire en sorte que tous les spectateurs, après avoir vu le film, parlent à leurs amis pour leur dire de rester après le générique, parce qu'il y a une petite surprise. Ça permet de continuer à parler du film même en dehors de la salle. Parce qu'aujourd'hui, on passe notre temps à faire des suites, des reboots, des remakes. On est bercé par l'absence de fin. Quand on regarde la télé, bien souvent les génériques sont accélérés jusqu'à en devenir illisibles. Parfois on les compresse dans un coin pour laisser la place à l'annonce du programme suivant, ou alors on les remplace carrément par un jeu pour gagner une semaine aux Seychelles ou une photo d'Arthur dédicacée. Ça vend du rêve. Et le rêve, on a rarement envie qu'il se termine. Voilà, ça c'est des anges. Des anges comme au paradis. Le générique a donc eu plusieurs évolutions, mais il perd petit à petit son rôle de clôture. Rien n'est jamais fini, on peut attendre le prochain film, sa réadaptation dans quelques années, ou simplement laisser les portes ouvertes pour que vous puissiez acheter un t-shirt, une petite peluche ou un autre objet à l'effigie de votre film préféré, histoire que la fiction puisse garder une petite place dans votre vie et continuer d'exister. C'est pas forcément malsain, le cinéma est un art certes, mais c'est aussi une industrie qui brasse des milliards chaque année, donc on peut pas vraiment les blâmer pour ça. Il faut juste garder le bon équilibre, car un film a le droit d'être éternel. Mais les hommes et les femmes qui ont contribué à le créer méritent aussi leur moment de gloire. Sous prétexte qu'elle a une toute petite parcelle de pouvoir, elle croit qu'elle a le droit de pousser tout le monde à bout. Confisqué. On a donc un bonus de 163 000 personnes, donc on se pose complètement. On a donc un bonus de 163 000 personnes qui nous intéresse à peu près autant qu'un album de La Rousseau. Peut-être faire une référence un peu plus récente quand même. On a donc un bonus de 163 000 personnes qu'on oubliera aussi vite qu'on a oublié MySpace. Et Tizzy Bone de Tragédie. On a donc un bonus de 163 000 personnes dont on se fout presque autant qu'un match de curling présenté par Morandini. Comme dans le film Intolérance de David Wark. On s'en fout un peu de savoir que Jean-Édouard Mulacloc a été sculpteur sur glace. La plupart du temps, on s'en fout un peu de savoir que François Delacour a soigné un dauphin pendant son 4 heures. Ça nous intéresse pas vraiment de savoir que Thibault Lacolle, Marine Delafranche, Muriel Delaflotte, Patrice Murafond... Il y a un autre créateur qui a participé à cette révolution et que vous connaissez... Ça nous intéresse pas vraiment de savoir que Maurice Delacloque a été... Alors, est-ce qu'on est arrivé Chose qu'on ne pourrait pas faire si on rallumait les lumières à la seconde où se termine le... Et aussi... Ça nous intéresse pas vraiment de savoir que Francis Delamolle a été responsable du chargement des caméras dans un petit fourgon de... Mais merde.